Merci beaucoup, Sergei. Comme précisé tout à l'heure par Claude, donc on va avoir un petit moment d'échange. Donc n'hésitez pas à lever la main, je vous passerai le micro aussi. Votre voix porte, on va peut-être essayer sans micro. Allez-y. Ah, il y a un micro baladeur, c'est encore mieux. Oui, on m'entend. Oui, C'est pour on entend très bien. c'est Mais pour l'instant, justement, il vaut mieux pas. Il y a Je vais des faire passer. Celui-ci, c'est pour Zoom, pour la salle. On vous entend. On garde le micro alors. Il faudra te relire parce que tu as pratiqué beaucoup d'allusions et je ne les ai pas notées, mais à chaque phrase, j'aurais aimé poser une question et j'aurais juste en poser une sur l'écologie politique dont tu parlais. Alors, je n'ai pas noté exactement les critiques ou les questions que tu poses vis-à-vis de l'écologie politique, mais tu n'en as rien dit. Donc, est-ce que tu pourrais, sur ce point précis, y revenir? Il y a évidemment d'autres questions. Je passe volontiers la parole à d'autres personnes, si tu as envie de faire une réponse groupée. On en prend trois à la fois. Tu en es capable de faire une réponse. On prend 3 questions à la fois. Allez. Oui, bonjour. Oui, comme l'intervenant précédent, chaque phrase suscitait des observations, naturellement. J'en retiens une. Tu as cité Saint Paul, tu as cité le Christ, tu as dit que la laïcité, c'est une des valeurs qui devrait être étendue au monde entier. Je crois que tu as dit ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui méritent cette qualité. Or, la laïcité vient du Christ, enfin, elle a été dite de façon splendide par le Christ. Tu as cité une autre parole du Christ en disant, je ne sais plus laquelle précisément, peu importe, c'était très bien. Alors, Saint Paul, c'est ça, il n'y a pas ni homme ni femme, etc. Nous sommes tous égaux dans le Christ. Et là, tu as dit, ah, c'est malheureux. Il y a eu un petit silence, quelques sourires dans la salle, et tu as continué en disant, l'Église chrétienne n'a vraiment pas été à la hauteur dans les siècles qui ont suivi. Bon, ne revenons pas sur ce qu'a fait l'Église chrétienne, qui est humaine, qui effectivement, on peut la commenter beaucoup, mais revenons au Christ. Le Christ, c'est un homme qui a eu des relations avec des personnes très différentes. Et c'est splendide de lire l'Évangile. L'Évangile est extrêmement simple à lire. Et ce qui est de remarquable, c'est qu'il a des relations avec tout le monde, avec les prostituées, avec les sages, avec les percepteurs, etc., les lépreux. Bon. Et la religion catholique dit Dieu, et Saint Jean le dit, Dieu est amour. Et qu'est-ce que c'est que l'amour, sinon la relation? Et tu as dit c'est très juste, je n'existe pas, c'est nous. Bon, je ne vais pas faire tout un cours de catéchèse, je voudrais dire que le fondement de notre culture, il est chrétien. Et ce que je regrette beaucoup dans des réflexions très intéressantes, comme tu viens de le dire, qu'on n'aille pas jusqu'au bout pour le dire. Voilà, c'est comme ça. Et le Christ est né des Juifs, tu as cité les Juifs, mais il a fait une révolution radicale que l'islamisme n'a pas faite et qu'il faudrait bien qu'il fasse un jour. Mais voilà, donc qu'on le dise carrément, et je trouve navrant qu'on ait refusé de l'expliciter dans les textes européens. Et ce n'est pas contre la laïcité de le dire. C'est comme ça. Oui, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va répondre, Philippe va répondre à vos 2 questions et puis on prendra 3 questions concentrées. Attendez une seconde. Je vais tâcher d'être court dans les réponses, qui n'est pas mon habitude, parce que je suppose que vous avez beaucoup envie de parler. Sur l'écologie politique, en particulier, il faut que je sois bref. Leur économie politique est désastreuse. Il faut venir voir les choses en face. Énergie, le problème énergie. Il y a 2 sujets phares, l'énergie et l'éducation. L'éducation, ils n'en parlent jamais. Donc, ils font des injonctions, supprimer l'arbre de Noël ou tout ce que vous voudrez. Enfin, ça confine pas drôle. Mais d'abord, l'économie. On parle de transition. Plus fort. En matière tous renouvelables, excusez-moi, mais ça ne tient pas comme équation si vraiment on veut tenir en même temps, comme dirait l'autre, l'écologie et les besoins humains.
tout notre combat, le combat de Claude pour le nucléaire, est une question centrale. Il y a des écologistes là-dessus, mais malheureusement, ils ne sont pas majoritaires. Donc, il y a un problème, ils ont un énorme problème d'économie politique. Ils font confiance à la technique. Et surtout, vous faire difficile. Allez-y, allez-y. Faites-nous du propre. On vous mettra des injonctions par l'État, etc. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est pauvre. Excusez-moi, je ne développe pas. En même temps, il faut reconnaître qu'ils ont eu, en tout cas, pas tous, mais un certain nombre dans le passé, l'énorme vertu d'alerter. Ce que je veux dire, c'est que vertu d'alerter, incapacité à suivre derrière. Question d'Henri Prévost. Alors là, il ne faut pas... Tu veux me radicaliser dans un sens, mais je ne le ferai pas, je suis entre foi. Je prends foi et raison. En tout cas, j'ai dit clairement que c'est quoi l'Europe? Je cite Fèvre, l'école des Annales. C'est une civilisation qui surgit dans la longue période de décomposition de l'Empire romain. Et comme l'analyse Brague dans son ouvrage phare sur l'Europe, il y a deux souches qui amènent de... J'ai un point de vue historique. Hein. Celui-là est meilleur. J'ai dit en gros, l'Europe est la fille du christianisme et de Rome. Ah, parce que quand il s'agit de bâtir des institutions, c'est à Rome qu'on les a cherchées. Il y avait et les Grecs derrière les Romains. Mais les Grecs n'étaient pas connus tout de suite. Entre parenthèses, figurez-vous que Augustin, là, mettant un peu, mais ça fait rien, ça. Augustin ne lisait pas le grec. Par contre, il récitait Virgile, par cœur. Quand j'ai dit biculturel, romain et chrétien, c'est intéressant. Il ne lisait pas le grec, il a fallu découvrir le grec au tournant du premier millénaire. Avec des traducteurs arabes d'ailleurs, mais pas seulement. Et le grand débat entre Thomas d'Aquin et Averroès était sur l'interprétation d'Aristote. En tout cas, je m'égare. Non, l'Église n'a pas réussi à réunir le monde autour du Christ. Le Christ, pour moi, aucun moralisme. C'est formidable, les évangiles, ça, franchement, il faut mettre le nez dedans. Il ne donne pas la leçon. Il parle à des gens extrêmement variés. Il veut élever les plus... Il donne la dignité aux prostituées, il tend la main à l'immigré, etc. Enfin, c'est quand même une grande clarté. C'est un exemple. Avec des métaphores, mais ça n'est pas un moralisateur ni un chef d'État. D'ailleurs, ça s'est retourné contre lui, parce que les Juifs attendaient un Messie qui remplace, qui mette Rome à bas. Au Irak, des foules étaient autour de lui, il faut lire Duquesne, mais finalement, ils sont partis, ils ont accepté d'eux-mêmes, d'une certaine façon, qu'il soit crucifié, parce qu'ils répondaient, c'était pas le Messie sur terre. Il a besoin d'un roi. Enfin, je rigole pas, mais bon, c'est des choses très intéressantes. Mais c'est vrai que Christ n'a pas dépassé, on est bien d'accord. Et quant à la religion, comment auront les violences que les hommes ne cessent de se mettre les uns contre les autres, analysé par Girard d'ailleurs, bien sur l'imitation. Il y a plusieurs types d'imitation, mais il y a des modes d'imitation qui relèvent de conception de l'amour, je possède l'autre. Ou bien je veux une réciprocité. Mais l'amour de Christ, c'est un peu comme la vérité certaine chez Descartes, il est inconditionnel. Ça, c'est trop. C'est trop. Le pauvre, il avait de l'avance. Et donc, et en particulier, l'Église, après, quand elle s'est devenue forte, je ne vous parlerai pas ce soir de l'hommage aux premiers chrétiens rendu par Engels à l'enterrement de Karl Marx. Il comparait des communistes aux premiers chrétiens, c'était absolument génial pour lui. Après, quand l'Église s'est constituée en institution, évidemment, il y a du pouvoir à la clé. Bon, c'est différent. L'Église n'a pas réussi à unir. Alors, je t'entends, Henri. C'est Henri, hein? Oui, c'est Henri. Oui, je t'entends. Tu es encore Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin qui avait pressenti la mondialisation et qui l'avait lié au progrès technique. Génial, Teilhard de Chardin, un jésuite.
précisément pensé qu'il allait falloir acquérir une conscience de l'humanité pour être capable de faire quelque chose de bien de la mondialisation. C'est l'art de Charles. Sauf que lui aussi, il espérait que ce soit en Jésus-Christ, parce que c'était le meilleur exemple pour lui. Et sauf que ça n'a pas marché, et que l'universalisme, la conception universaliste de l'Église, a nui énormément. Il n'aurait peut-être pas gagné d'ailleurs, pour autant, parce que les cultures sont diverses et les histoires sont toutes respectables. Et donc, Théla s'en est rendu compte. Théla s'en est rendu compte et il avait, non pas désespéré, mais il a bien compris que on ne pourrait pas réunir le monde entier autour de Jésus-Christ. Et il prêchait l'œcuménisme. Mais le dialogue interreligieux, il l'a vu dès le début, et moi je l'ai vécu, j'ai été invité 2 fois à San Egidio. La deuxième fois, il y avait le pape. Ce qu'il avait bien compris, c'est que les autres aussi ont des apports à faire à l'universalisme, qui ne sont pas les nôtres. Et donc l'œcuménisme lui-même est une notion qui revient constamment. L'Église actuelle s'ouvre à l'œcuménisme, force un dialogue religieux, mais il est particulièrement creux car les sujets qui fâchent, on n'en parle pas. Et j'ai vu dans la salle beaucoup de musulmans qui, après qu'on ait dit nous sommes tous frères et chacun apporte la paix, qui prenant la parole disant tout ça c'est la faute à l'Occident. Et c'est de la politique. Bon, mais je suis trop long là. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci beaucoup. On va faire peut-être un deuxième tour de questions. Je vois une main, au fond, 2 mains. Au fond, une dans le noir et moi qui n'ose pas. C'est pour aider notre ami à se regarder. Oui, merci Philippe. Tu as, au fil de ton exposé, pas mal utilisé le concept de bien commun au début et à la fin. Alors, c'est une des ressources du religieux, au sens large, que d'apporter ce concept dans la vie publique. Et il y en a un autre que tu n'as pas mentionné, et sur lequel j'insiste, et je me lève votre opinion, c'est celui de destination universelle des biens. C'est l'idée que la propriété n'est pas absolue, qu'elle est nécessaire à la vie humaine pour l'épanouissement individuel, et qu'en aucun cas, elle ne donne un droit absolu sur le fait de posséder quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas là une ressource qu'on n'a pas besoin de nommer chrétienne, mais qui serait assez pertinente par rapport à beaucoup de nos questions d'aujourd'hui, du travail, du développement durable, et au fond des relations interpersonnelles et des migrations? Merci beaucoup. La deuxième question qui est juste derrière, n'hésitez pas, troisième main. Bonjour. Alors, je voudrais juste revenir sur un point, alors peut-être que j'ai mal compris, que d'ici, on n'entend pas forcément au maximum, sur la question du numérique qui serait déconnecté de tout ce qui est humanité. Alors peut-être que j'ai mal compris, autant pour moi, pas avance. Pourtant, je pense qu'au contraire, tout ce qui est numérique est avant tout une question humaine, parce que quand on voit la question de rien que par exemple la production des données, qui est avant tout une question d'utilisation humaine. Quand on voit que les données numériques sont produites par des différents intermédiaires qui sont utilisés et d'autres par les êtres humains. Je pense par exemple aux smartphones, aux ordinateurs, rien que cela. Je rajoute même que l'intelligence artificielle, puisque j'en avais parlé, est fabriquée à partir même de la compilation même de ces données. Donc, et pour parler dans notre point, toute partie de techniques comme les fake news ou même je pourrais dire la surveillance de masse est faite avant tout par des acteurs étatiques, Russie ou État chinois pour ne citer qu'entre eux. Donc, est-ce que j'ai bien compris que vous parlez que la manque d'humanité au niveau numérique ou c'est une incompréhension de ma part? Donc, dans ce cas-là, on pourrait être un peu plus clair. Merci. Merci beaucoup. Édouard François de Lanxin qui est devant. Oui, juste une réflexion. Tu as effectivement brossé un état des lieux sur une rupture entre l'humanisme d'une certaine manière et le politique d'aujourd'hui. Mais une fois qu'on a brossé cela, qu'est-ce que tu nous donnes comme piste pour résoudre l'équation?
Hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de se dire il faut remettre Pascal au centre du jeu, ou etc. Comment on fait? Alors, je pense qu'il faut des choses très concrètes. Moi, par exemple, je milite dans une autre association qui s'appelle Future for Religious Heritage. Et on a réussi à convaincre la Commission européenne de se dire qu'il y a un système de valeurs commun en Europe. Et ce système de valeurs commun en Europe, il s'incarne dans la réalité. Cette réalité, c'est l'architecture des bâtiments religieux, des églises, des temples, des synagogues. Hein. Et le point, c'est de se dire comment déjà, à travers la revisitation de ces bâtiments dont les croyants eux-mêmes désertent, hein, on peut déjà retrouver un sens commun entre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc ça, c'est vrai déjà à partir d'une piste concrète de se dire on a un corpus de valeurs communs qui se matérialise dans quelque chose de concret qui est le patrimoine. Bon. Mais si on passe par la politique, et on va parler des data, on a parlé du bien commun, avec confrontation, on creuse le bien commun, quelles seraient les pistes qui permettent en particulier avec la présence de l'Europe, la présence de française de l'Europe la semaine prochaine, enfin dans quelques mois, de se dire quels sont les quelques points de ton diagnostic que nous pourrions nous utiliser pour éclairer quelque chose de concret. Merci beaucoup, Philippe. La dernière question est immense. Alors, bon. Nous avons jusqu'à 23 heures. Jérôme est tout à fait d'accord avec toi, mais c'est mon ignorance relative sur la destination universelle des biens qui est en cause. Donc, merci d'avancer cette notion. Sur la critique de la propriété et du droit de propriété, Proudhon était excellent et Marx aussi. Donc, d'ailleurs, entre communistes et chrétiens, il y avait quand même des points communs, quoi qu'on dise. Mais merci d'ajouter ça à la notion de bien commun, à la destination universelle. Ils sont à la fois locaux et globaux, d'ailleurs, maintenant. Sur le numérique, il faudrait des heures et des heures et du conflit, de l'argumentation. Bon, je me suis appuyé sur 3 prix Nobel c'était magnifique ce texte, mais enfin, Claude est témoin, je hurle depuis longtemps. La façon de s'informer, de former avec le numérique est une révolution qui met en cause l'humanisme des Lumières. Le rapport à l'écrit, le mode de réflexion sont attaqués directement. Les méthodes qui permettaient de s'humaniser sont maintenant confrontées à une réalité où chacun se débrouille avec les outils numériques, lesquels sont actés par des puissances économiques et financières, il ne faut pas tricher. Et vous avez vous-même parlé il y a un problème d'utilisation des données. Oui, les données viennent de chacun, oui. Mais elles sont médiées par ces institutions économiques et financières qui, avec des algorithmes, les travaillent. Et avec quelle finalité? Ce n'est pas des finalités de bien commun, c'est des finalités d'utilitarisme personnel de façon cliente. Vous parlez d'utilisation, moi je dis utilitarisme. Là-dessus, on peut être d'accord. Alors qu'il y a un problème d'appropriation individuelle et collective de ces outils qui n'est pas traité et dont la puissance publique ne dit pas un mot. La puissance publique cherche à gagner quelques sous, dollars ou euros, parce qu'en plus ces gens-là ne se font pas taxer. C'est incroyable, alors qu'ils ont regardé dans la pandémie, mais ils étaient à 5 trillions de dollars de valeur boursière, les 5 meilleurs, maintenant c'est 8 milliards. Ils ont des années de réserve devant eux. Tout le crédit leur est donné sans problème. Donc il y a bien un problème de puissance économique ravageuse pour créer une addiction, pour qu'on utilise le plus possible leurs services, parce qu'effectivement, il y a des effets d'échelle énormes, et des effets de réseau. D'ailleurs, un mot là-dessus, hein, de venir à la question d'Édouard, il est absolument nécessaire de bâtir des plateformes publiques de traitement des données et de les diriger vers des usages de biens communs. Je n'entends pas parler. Je renvoie les jeunes à se débrouiller avec des MOOC. Bon, c'est la mode. Puis maintenant, je renvoie des gens à travailler chez eux. Et on découvre après tous les problèmes que ça peut poser et tous les laisser pour compte au passage.
Ah, oui, l'humain là-dedans, je suis désolé, je persiste et signe. Quant à la surveillance de masse des États, c'est vraiment, on voit bien que ça pose des problèmes. L'État laisse faire et après revient pour trouver un peu de sous pour faire État-providence. Il faut pas en sortir de lendemain matin d'État-providence, sinon c'est compliqué la vie. Et aussi, il cherche à établir un contrôle quand les outrances sont là, l'excès des fake news et tout ça. Et c'est pas pour être, comment dire, prétentieux, mais en matière de productivité, il faut absolument une notion dont on parle très peu d'ailleurs. Toute la notion de productivité qui était fondée sur le remplacement des hommes par des machines fait problème. Il y a besoin que les hommes puissent, en montant eux-mêmes en compétences, être capables, et dans un espace public qui lui-même soit capable de définir ses biens publics. Et ça, actuellement, c'est pas dans le programme des États. On découvre un problème de santé publique majeur. Ah ben, on n'était pas armé pour. Alors on était où? On veut supprimer les voitures à Paris ou ailleurs, mais les transports publics se délitent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Où sont les biens publics? Bon, je ne veux pas être trop disert, mais là-dessus, ça me fait mal parce que. Et tout ça m'amène peut-être de façon très abrupte à répondre en 3 points à ta question. Bon, il y a d'abord un énorme problème d'acculturation qui va amener le défi de l'éducation et de l'apprentissage pour tout ce que j'ai évoqué, ces choses quand même, comme une question absolument fondamentale. Bon, l'éducation nationale, l'enfant roi, le changement des horaires et tout ce que vous voudrez, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes sous-jacents. Mais qu'est-ce qu'on enseigne? La phrase de Morin de tout à l'heure, on n'enseigne même plus ce que c'est que l'identité humaine. La Massour disait la même chose. On n'enseigne pas l'Europe, disait la Massour. On n'enseigne même plus l'histoire dans certains pays. Donc c'est quand même, Edouard, un élément de réponse énorme, ça. Qui va porter ça? Des sociétés civiles. Je rêve des nouvelles universités populaires. Mais malheureusement, le Parti communiste et d'autres sont maintenant eux aussi, il faut augmenter les salaires, il faut un État-providence. Je vais passer aux 32 heures. Il est très bien, le candidat, excusez-moi, mais il est très bien par ailleurs. Mais 32 heures. Et la chute de productivité. Et qui va payer, qui va créer les ressources pour faire du social? Dommage. Heureusement, il tient le problème de la production du nucléaire, mais ça fait pas du tout une cohérence, à mon avis. En même temps, ça mérite quand même un certain. Je vais me corriger. Enfin, quand on entend que c'est un maire communiste qui est nommé par un organisme américain, ex aequo avec un japonais, je crois, comme le meilleur maire du monde, il faut quand même reconnaître qu'il y a des formations qui ont beau reste. Par contre, on est loin de Marx, à mon avis. Mais bon. Alors, 1, acculturation, éducation. 2, transformation du capitalisme en Europe. Ça, c'est une vaste question parce que remettre la finance en société, c'est très, très important. Compliqué. Par exemple, il n'y a pas d'union des marchés des capitaux. Après des années où on voulait la faire. C'est très important puisque là, on sort des intermédiaires institutionnels sur lesquels il y a une prise et une capacité de bouger. Mais quand on donne le pouvoir au marché, qui lui veut s'autoréguler et qu'il l'a fait, et qui en est d'ailleurs à propos de placement, enfin, quand on apprend que 70 déplacements se font, de la spéculation à très court terme, à plus qu'à très court terme, se fait par ordinateur. L'homme n'a même plus les traders londoniens, les traders londoniens, on en trouve beaucoup au chômage actuellement, je vous signale. Vive la machine numérique dans tous les domaines. Où est la maîtrise de la finance en société? Et donc, il faut retrouver ça. Et le budget, c'est important, mais je répète, il est grevé par le Providence. C'est pour ça qu'il ne fait plus d'investissement. Moi, j'ai besoin, sous forme de mutuelle, je vais donner un mot, on est pour résumer ce deuxième point, nouvelle économie mixte. J'ai besoin de redéfinir le couple public-privé, avec une sévère critique de l'État et une sévère critique des nouveaux géants en question.
Donc le problème structurel est à remettre à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, c'était une ambition que je partageais avec notre prédécesseur. Marcel Grignard. Marcel Grignard. C'est très compliqué comme sujet, parce qu'il n'est pas à l'ordre du jour, je l'ai dit et je le répète. Et la troisième question, touche à l'international. J'ai dit que je parlerai peu. Je ne vais pas parler en géopolitique pour ne pas multiplier. Au fond, je crois que c'est la coopération d'égal à égal avec toutes les nations du monde qui est en question, du point de vue de la méthode, du chemin. En même temps que la réflexion des institutions internationales. Ça, c'est l'institution. Mais là encore, ça passe d'abord par le respect et la reconnaissance mutuelle. Quand on ignore autrui, on ne peut faire que de bêtises. On peut dire beaucoup de mal de l'islam, mais ça réunit des sociétés vibrantes, enfin aussi, quand même. D'ailleurs, l'apport des sociétés civiles jadis en terre d'islam était quelque chose de remarquable. Au moment où la société civile en Europe, j'en ai parlé, c'était pas très brillant. Donc, il faut apprendre à se connaître mutuellement, c'est difficile, sans lâcher l'ambition d'un universalisme. Mais je voulais quand même conclure. Alors, l'Union européenne ne peut pas lancer on l'a bien vu, on voulait mettre dans un traité. On va vouloir maintenant, une fois de plus, j'ai 25 ans, retrouver les citoyens, donc il va y avoir des conventions populaires, ou je ne sais pas quoi, des grands débats, machin. On comprend d'ailleurs qu'on essaie en France des trucs comme ça. Mais en même temps, il y a le verrou de l'absolutisme historique qui est toujours là. Et décentraliser, c'est nécessaire, on le sait, mais allons-y. Allons-y, il faut un concept. Hein. Ce n'est pas l'ancien régime qu'on va réhabiliter, là, c'est compliqué. Donc, on a, en matière de géopolitique, des enjeux de ce type, de reconnaissance mutuelle, de solidarité concrète. On ne peut pas décréter l'autre, il est illibéral, ou l'autre, il ne me plaît pas, et donc je l'antagonise. Heureusement, l'Europe cherche autre chose. Elle cherche autre chose, mais dans le désordre. Et on revient à la question des valeurs communes. Quand on veut demander dans une constitution quelles sont les valeurs communes, on se répond marché et démocratie. C'est à pleurer. Ça a pleuré. Le marché, c'est bien, mais ça se crée, ça s'organise. Il faut des biens communs sur un marché. Il faut du don, simplement du marchand, du calcul. Très compliqué. Quant à la démocratie, elle a pris un coup de vieux terrible. Et ça, la révolution technologique n'y est pas pour rien. Hein. Donc, les gens ont des outils d'information, il faut qu'ils puissent se les approprier eux-mêmes. Ça suppose un sacré travail culturel. Et ça, notre système d'éducation, on ne plante pas des ordinateurs dans les écoles et le problème est résolu. Pour faire court. Voilà, je m'arrête. On prend peut-être les 3 dernières questions, Claude, comme tu... Oui. Deux questions sur le... Alors, il est 19h29. Je ne voudrais pas que certains soient frustrés. Donc, s'il y a encore des questions... Oui, il y a encore une question. Et puis, on va passer à la suite. Et il y a 2 questions sur Internet. Voilà. D'accord. Attendez, monsieur, le micro arrive. Pardon. Oui, c'est un commentaire juste pour préciser. Jean-Pierre Dupri a pris ses distances vis-à-vis du catastrophisme éclairé il y a quelques mois. Oui, je réponds tout de suite, c'est très juste. Je n'ai pas mentionné parce qu'il n'a pas encore trouvé la nouvelle solution. Il hésite. Vous parlez catastrophe, pas catastrophe. Ce qui me gêne dans le catastrophisme, c'est que ça ressemble quand même à l'apocalypse. Et ça crée des peurs. En même temps, il y a raison d'avoir peur et il y aura des catastrophes. Donc, compliqué le sujet. Je comprends qu'il hésite, il a hésité, mais je comprends aussi qu'il corrige sa première version, qui renvoie une conscience de raison que nous n'avons pas. Oui, ça ramène à foi et raison institutionnelle. Je crois qu'il y a 2 questions sur Internet. Tout à fait. Donc, nous avons des spectateurs c'est vous qui les portez ou c'est... Je porterai les questions. Allez-y. Donc, la première intervention, question. Merci Philippe. Plus fort le micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Parfait. Oui. Donc, la première question, intervention. Merci Philippe. Dans la galerie, je ne vois que des personnes de notre génération. Donc, la galerie vidéo des participants. Il y a des moins de 30 ans aussi. Il y a ça. Hein, ça. Où sont les jeunes? Même le vocabulaire de base que vous utilisez leur serait inconnu.
Que faire pour ne pas que dans une génération, on puisse avoir des gens qui parlent comme vous? Alors, je confirme que dans le public, en présentiel, on a un peu plus de diversité générationnelle. Voilà. Et la deuxième question, merci. La deuxième question, la référence, l'origine chrétienne de l'Europe a été refusée dans le projet de constitution de l'Union européenne. Pourquoi et quelles conséquences de nos jours? Très bien. Oui, alors, oui, c'est très bien. Oui, les personnes de notre âge sont sur Zoom et dans la salle. Dans la salle, pas aussi vieux que moi, sauf quelques-uns, mais quand même. Les jeunes sont timides et ils se sont mis au fond. Les jeunes se sont mis au fond. Voilà. Mais là, les jeunes sont en détresse, c'est mon opinion. On trouve ça dans les familles, chez les enfants, les petits-enfants, surtout les petits-enfants, sont en détresse. Et ils sont justement soumis à tout ce qui tombe. Alors, les réseaux sociaux, en même temps, ça pourrait être un bien, mais c'est aussi un dépotoir. Et donc, c'est énorme comme sujet. Je n'ai pas assez approfondi la réponse, sauf pour dire que d'abord, il y a des responsabilités familiales. Les familles ont baissé la garde. Et puis, ça me ramène au défi de l'éducation. C'est pour ça que dans mon essai, là, je commence par ça d'ailleurs. Il y a un défi éducatif énorme. Et comment enseigner les religions? C'est un peu, vous trouvez ça dans l'autotexte. De quel point de vue? Entre parenthèses, ils aiment les mythologies grecques beaucoup plus que l'abstraction chrétienne. Hein. Il faut un diagnostic, hein, c'est intéressant. Il ne faut pas lâcher les mythes, hein, à mon avis. Entre parenthèses. Parce que quand on trouve, le problème du rapport à la nature est plus posé dans les mythes que dans notre culture ambiante. Bon, donc il faut un peu écouter leurs aspirations. Ils vont vers l'espace, ils vont vers les mythes et tout ça. Mais il y a un problème de sous-éducation énorme. On a lâché l'humanisme. Enfin, il faut voir les choses en face. Et c'est terrible. Donc, c'est par l'éducation que j'essaie de répondre. Je ne peux pas répondre sur de tout, mais ça renforce le défi éducatif. Par quel bout étudier, par exemple, les religions, mais aussi la raison, parce que la raison, ce n'est pas étudié. Rien d'évident, on croit que c'est évident. À chacun sa raison. Ça me fait penser à Pirandello, formidable. À chacun sa vérité. Et autre pièce, formidable, Pirandello. 6 personnages en quête d'auteur. Des millions de personnages en quête d'auteur. Formidable. Il faut que j'écrive ça parce que ça me travaille. Moi qui ai toujours été partisan de Pirandello. Oui, par quel bout l'éducation, les religions dans l'éducation? Par la philosophie. Mais la philosophie, elle ne peut pas commencer. Pourquoi? Parce que sinon, je ne suis pas neutre. Si je vais dire, je vais préférer. Il y a la bagarre entre islam et chrétienté tout de suite. Si les chrétiens osent prendre la parole, d'ailleurs. Et oui, on ne s'en sort pas. Il faut prendre par l'angle philosophique. Philosophie et histoire, bien sûr. Compliqué. Quand je suis débarqué au Maroc une fois, le chauffeur de taxi m'apprenait tout de suite, c'est nous qui avons construit l'Europe. Merci de la nouvelle. Problème énorme, l'éducation et la guerre creusée. Problème énorme, et c'est comme ça qu'on va gagner les jeunes, parce qu'il y aura de l'intérêt. Alors, je reviens à mon propos. La philo, pas tout de suite, c'est trop concentré, quoi. Donc, mais plus tard et durablement. Mais avant, il y a des auteurs. Je parlais de Rabelais, complètement hors des circuits. Quel est le type qui a dit que dans l'abbaye de Thélème, la mixité homme-femme sera totale et la porte sera ouverte à tout le monde? Rabelais. Alors qu'on dise aussi le programme d'avenir, pas mal. Donc, il y a des belles choses dans l'humanisme. Pour les retrouver, il faut les faire valoir, il faut faire rêver là-dessus. Donc, oui, problème éducatif, je n'ai pas d'autre réponse possible en ce moment, et par rapport aux questions numériques et autres, il faut absolument introduire de la formation dans le temps de travail et pas simplement j'ai des droits. Il faut voir l'offre qui est en face. Hein. Parce qu'il y a un déficit d'offres énorme, ça se vend, bon, d'accord.
incroyable le nombre de coups de téléphone qu'on me fait pour me vendre de la formation. Je réponds, j'ai 80 ans, ça suffit. Hors sujet. J'en entends que ça, c'est presque tous les jours. Quoi. Alors l'offre de formation, excusez-moi, mais j'y crois pas trop. Hein. Donc voilà. Et pour les jeunes, évidemment, le problème de la formation. Alors l'apprentissage de départ est une question énorme, on commence seulement à découvrir, bon. Mais c'est régulier, et puis on change de métier. Enfin, toutes ces questions de comment je bâtis une cité avec une économie politique, ça doit se poursuivre dans la vie active. Enfin, voilà quelques éléments, mais c'est trop court par rapport à ce qu'il faudrait. Quant à les références sur l'origine chrétienne de l'Europe, j'étais pour. On a été balayé par Jospin et quelques autres. Surtout pas, Chirac aussi, Jospin et Chirac bien d'accord là-dessus, voilà. Qui ont dit sûrement pas question. Et pourquoi? Parce que pour eux, on se débarrasse de la religion et même de la métaphysique. J'insiste sur la différence entre religion et métaphysique. C'est une discipline, la métaphysique. Oui, mais c'était pour ne pas opposer les Turcs. Hein. Peut-être en plus. Partiellement, oui. Partiellement, oui. Partiellement, oui. Partiellement, mais ça n'a pas été. Il n'y avait pas une franche envie d'accueillir les Turcs. Par contre, dans la culture française, alors, connaissant assez bien Jospin et Chirac, c'est la religion dehors. C'est du Spinoza. Oui. Et encore, Spinoza était plus élevé parce qu'il étudiait quand même ce que la religion. Mais pour conclure tout ça. On reste entre nous, hein. Voilà. Dommage. Alors, on peut dire là-dessus, non. C'est grave d'échouer à une constitution parce que ça se veut quand même l'esprit commun. Hein. C'est grave, c'est un choc qui fait mal. Donc, il ne faut pas prendre comme ça. Il faut tout un terrain de société civile qui, par 1000 bouts, parvient à faire. Et après, difficile de... Encore un mot, les historiens de l'Union européenne vont vous dire tous que la création de l'Union européenne doit aux démocrates chrétiens, par exemple. Mais je dirais les choses autrement, parce que je suis sur foi et raison. La création de la communauté européenne doit aux deux. Elle doit à Schuman et à Monnet, par exemple, comme figure emblématique. C'est-à-dire la foi, c'est pas pour nous seulement, c'est pour la paix du monde, Schuman. Et la raison de Jean Monnet, extraordinaire, qui veut mutualiser des biens. On parle de biens publics, il est dans le champ. On commence par charbon-acier, après je veux passer à l'énergie, au transport, et pourquoi pas l'éducation, j'ajoute. En tout cas, la formation, appelons ça comme ça, ce serait absolument indispensable. Voilà une priorité pour l'Europe. Mais si ça vient de programmes européens plus ou moins œcuméniques, parce que c'est ça le problème, c'est un pot pourri, c'est pas une innovation. Ça doit venir de plusieurs lieux. Commençons par comprendre les Polonais et les Hongrois. Hein. Ça ferait peut-être pas mal, parce qu'on s'en sortira jamais. Sinon, c'est pas possible. En plus, les Polonais qui ont traversé la crise sans crise. Bien sûr. Enfin, impressionnant. C'est pas du nul. Merci à toutes et à tous. Je voulais, d'abord, on peut applaudir comme Claude le fait. Je tenais à te dire, d'abord, votre présence nombreuse et puis votre écoute attentive, j'ai regardé les visages des uns et des autres, ça prouve trois choses. D'abord, tout le monde te connaissait économiste de premier plan, un des meilleurs économistes français. Tout le monde savait aussi que en politique, tu avais exercé et puis tu avais porté le drapeau. Et je pense que certains aujourd'hui ont découvert que tu avais au-delà, tu étais un philosophe de premier plan, un homme de réflexion, un homme de contexte, et ton propos fut global. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon dont derrière tes réflexions, tu n'étais pas segmenté, tu n'étais pas un homme d'a priori, mais tu essayais de rassembler à travers tous ceux et celles que tu as cités, tous les philosophes que tu as cités, un certain nombre de points de vue en montrant que tout ça convergeait, construisait une forme de pensée. Donc vraiment, moi je suis ravi, au nom de la SCPE, au nom de la Maison de l'Europe de Paris, au nom de Confrontation, de te remercier. Et puis ça nous donne peut-être des idées pour travailler, pour approfondir ces questions, pour avoir d'autres rencontres. En tout cas, je crois que c'est un thème qu'on ne peut pas, tu le dis pour les religions, et qu'on ne peut pas évacuer. On a besoin d'avoir des réflexions de nature philosophique, spirituelle, pour un think tank, plus que jamais dans la société française de 2021-2022. Donc merci encore. On va avoir un petit moment comme
un petit moment amical en fond de salle, et puis restez parmi nous, puisqu'on a tout à l'heure le magnifique film Augustin d'Hippone de Rossellini qui va être projeté dans cette salle. Donc voilà, ça complétera à merveille la soirée de réflexion que nous avons engagée. Merci à toutes et à tous. Merci.